tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du match de l'Olympique de Marseille. C'est à Montpellier et ce sera ce week-end, je sais plus quand exactement, samedi. Allez, samedi à 17h et quelques. Et puis on parlera également coronavirus. Et oui, c'est ça l'actu du moment. Et puis on parlera également des finances de l'Olympique de Marseille puisque on a de nouvelles informations sur ce sujet. Donc on va en débattre. Avec qui ? Avec Koé qui est avec nous aujourd'hui. Je quitte le plateau. Putain. Avec Adam Lablac qui est avec nous aujourd'hui. Ravi de vous retrouver. Il a appris ton nom de famille plusieurs fois. J'ai été surpris de l'entendre. C'est vrai ? On est tous un peu surpris de l'entendre. Et avec Mourad Ars qui est avec nous, en attendant que Nicolas Fiol revienne. Allez Nico, c'est la dernière fois que je fais la blague. J'en ai marre des commentaires pourris. Et j'ai une petite question d'ailleurs, Ricky Gervais. Voilà. Moi aussi je peux avoir un surnom, mais généralement on m'appelle Brad Pitt. Mais non ? Non, je pense pas. Mais est-ce que... Comment ça non, je pense pas. Est-ce que le fighting Brad que Pitt, quand même. Est-ce que le fighting spirit irlandais assez impressionnant peut aider à combattre le coronavirus ? Est-ce qu'on a une réponse là-dessus ? Sur quoi ? Le fighting spirit irlandais assez impressionnant. Je pense. Avec il y a beaucoup de discipline, peut-être qu'on peut y arriver. Il y a des rumeurs quand même sur Facebook qui disent que le whisky irlandais par contre aide à combattre. Non mais ça c'est un Irlandais qui s'est bourré la gueule et qui a dit I fucking fight. On va enlever l'insulte là parce que sinon YouTube va nous censurer. Allez, on va parler tout de suite du match de l'Olympique de Marseille. C'est l'avant-match et c'est tout de suite. Parce que effectivement, il y a un match, enfin en tout cas pour l'instant il y a un match, On ne sait pas comment ça va évoluer parce que la situation évolue rapidement et pas qu'en France, dans le monde entier. Ça sera la deuxième partie de l'émission où on parlera coronavirus. Et ouais. C'est bien que tu arrives un minimum à te cadrer, c'est bien. Ouais, j'allais y aller en plein dedans, tu vois, et puis en fait j'ai dit non, c'est pas le programme. Le programme c'est le match. On va faire comme si il y avait le match et c'est un déplacement à Montpellier. Messieurs, on va rester purement football, comme s'il se passait rien dans le monde. Et qu'est-ce qu'on peut craindre de Montpellier ? Bah, leur forme à domicile, non mais c'est une bonne équipe depuis le début de saison. À domicile surtout, à l'extérieur ils sont très nuls, ils viennent de se prendre 5-0 à Rennes. Et je croyais avoir raté le truc le plus intéressant du match parce que je suis arrivé en cours de seconde période et il y avait 2-0 et je me suis dit merde. Puis en fait je vois 3e but, à 4e but, à 5e but, ça a été désastreux mais ils sont bien meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Donc ce qu'on peut craindre c'est Andy Delors, typiquement le genre d'attaquant qui va faire un énorme match contre l'OM parce que dans un coin de sa tête peut-être qu'il se dit un jour j'irai remplacer Gignac à l'OM. Ensuite, t'as Mollet, Savanier qui est un excellent joueur qui a été très nul à Rennes comme tout le monde. Et voilà un peu à fighting spirit pailladin aussi qu'il faut craindre parce que pour Der Zakarian c'est un match important je pense pour lui dans sa saison. Donc en fait ça va pas être facile, mais on peut peut-être se dire qu'on peut surfer sur ce 5-0. Ouais. Vous craignez vous Montpellier ou pas ? C'est compliqué, comme disait Mourad. Montpellier, chez eux, ils sont très très bons. Et je rajouterais notre ami Ferry, qui est quand même un fouteur de merde, qui avait fait expulser Payet, Camara plutôt, au match aller. Faut s'en rappeler. Le fameux match où Payet et Camara sont suspendus pendant plusieurs matchs. Donc moi, je pense qu'ils ont quand même une équipe bien équilibrée, avec des manières de ballon, mais aussi des mecs qui se battent. Ils ont beaucoup de bons joueurs, Mollet, Laborde qui est un joueur moyen hors Montpellier, mais à Montpellier il est très très bon. Donc il y a pas mal de Laborde, Ferry, Savanier, j'en oublie un au milieu de terrain. Mollet, on en a parlé déjà avec Delors aussi, voilà, Delors qui fait partie, et il y a un 3e milieu de terrain à Montpellier. Oui, il y a aussi ce jeune là, je me souviens plus de son nom mais qui est pas mal. Enfin bref, ils ont quelques bons petits manieurs de ballon et c'est une bonne équipe il faudra pas se fier au 5-0 en fait. Ouais. Il faudra vraiment les prendre très au sérieux parce qu'à domicile, il y a un Montpellier à domicile et un Montpellier à l'extérieur. Après, l'avantage que ça peut avoir, c'est que l'OM quand même est plus à l'aise en jouant le contre. Et que Montpellier va quand même essayer d'un peu prendre le jeu, je pense. Derzak. Ouais, mais bon, il a quand même des manières de ballon et ça se projette Montpellier vers l'avant. Donc ça peut aussi laisser un peu des espaces.
Adam, tu t'attends à un match compliqué, toi, pour l'OM à Montpellier. C'est rarement évident, de toute façon, là-bas, mais comment tu le sens, toi? Compliqué, oui, mais je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir. Parce que Montpellier n'a quand même pas la même solidité défensive que les saisons précédentes. Souvent, c'est dans les 4-5 meilleures défenses de Ligue 1. Et en oubliant même le 5-0, là, je crois qu'ils sont 10e au classement des défenses. Après, à tempérer quand même, parce qu'à domicile, ils en prennent peu. Maintenant, ce que je me dis, et en plus pour rebondir sur ce dont parlait Nico aussi, les expulsions au match aller, je pense que Marseille se rappelle de ce match. Et je pense qu'ils vont venir avec un vrai état d'esprit. Peut-être aussi que le fait que Villas-Boas ait été expulsé injustement, quand même, ça peut aussi mobiliser les troupes. Je pense qu'ils vont avoir envie de faire un résultat. Et à un moment donné, on se disait aussi que Rennes, c'était compliqué là-bas, Lille, Saint-Etienne, etc. On a réussi à faire des résultats, même Nîmes. Donc pourquoi pas? Je pense qu'il y a une bonne dynamique de l'OM à l'extérieur. C'est que c'est mieux de jouer des matchs compliqués pour l'OM que des matchs sur le papier simple. On dirait bien en plus. Généralement, en plus, l'OM, dans les matchs importants, on s'en sort bien, quoi. Là, on est un peu au même si ça joue pas bien, Rennes, Lille, après tous les Montpellier, c'est pas vraiment Saint-Étienne, un gros ni un. Oui, c'est un solide plutôt. C'est un match compliqué sur le papier. On a ramassé quasiment tous les points sur les matchs importants. Il y a un devoir de réaction, quoi. Après la défaite face à Nantes et le match nul face à Amiens, là l'OM doit réagir et il faut vraiment prendre des points parce que t'as Paris qui arrive après. Alors, Mourad me dit d'accélérer un petit peu, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il a envie de terminer cette émission déjà. Il me dit vas-y, passe. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'en ailles. Enfin, parce que j'essaye de rester dans tes canons à toi. Tu m'as dit de pas faire. Il m'a dit Mourad, tu fais pas de tunnel avant l'émission. Donc. Alors, la compo, messieurs. Alvaro suspendu. On ne sait pas exactement pour l'instant s'il y a d'autres blessés, d'autres incertitudes. Quel compo vous voyez? Toi, Adam, tu vois quoi comme du coup, il mettra Tchaleta-Tsar Camara et Strootman en 6. Ça me semble. Je pense pas qu'il tentera le coup Perrin en centrale. Ça sera Tchaleta-Tsar Camara, Strootman en 6. Amavi à gauche. Sarr est plus en forme à droite, donc je pense que c'est lui qui jouera. Après, c'est toujours pareil. Moi, je crains toujours le poste d'ailier droit. En fait. Quand on aborde la compo, je me dis, s'il vous plaît, pas Germain. Et plus. Parce que la solution aussi à ça, c'est de dire je fais Sakai-Sarr. Le problème, c'est que la rentrée de Sakai face à Amiens n'a pas forcément convaincu Villas-Boas, quoi. Ouais. Il a été en difficulté, il n'a pas été aidé par le reste de l'équipe, mais ça n'a pas été une rentrée flamboyante. Et, je pense qu'il a ce doute-là. Et qu'il est capable de nous remettre encore un Germain. Après, il a d'insister sur Germain. À sa décharge, Germain n'a pas. Alors certes, on se souvient tous de ce dernier duel qu'il perd à l'épaule, et donc c'est l'image qui reste dans les têtes. Beaucoup. Mais c'était la 95e minute, il avait beaucoup défendu. Au début de l'action, il est dans sa moitié de terrain. Enfin, je sais que j'ai beaucoup critiqué Valère Germain ici, mais j'ai trouvé que, voilà, en tant que Rustine, encore une fois, il avait fait un bon match de Rustine. Mais c'est pas suffisant, Mourad. Voilà, non, mais c'est pas suffisant. Mais en même temps, Bounassar, c'est pas suffisant non plus. Il n'y a pas d'autres cartouches. C'est Florian Thauvin, mais qui est trop juste. Est-ce que Radonjic revient parce qu'il était à l'entraînement apparemment? Ça, on le saura. C'est pour ça que je dois partir tôt aussi. À la conf, qui aura lieu à 13h. Donc 13h30. Voilà. Enfin, s'il te laisse rentrer. 13h30. Voilà. C'était pas la fièvre. Je vais être testé. Alors, je ne sais pas si c'est par voie orale ou par voie rectale. Bon, on avance, s'il vous plaît. Sinon, je ne fais pas le test, sinon. Ah, ça va. Bon, là, on est allé trop loin ou pas? Tu avais déjà raté ton oral. Si on pouvait avancer, ce serait bien. On avance. Les compos, on a fait. Vous avez dit à peu près. Ouais, il n'y a pas d'autre choix que Germain. Radonjic, on ne sait pas. Et vous, Sakai, pour vous, c'est pas bon. Hein. Non, moi, dans l'absolu, moi, je préférais mettre Sakai avec Sarr en ailier droit. Parce que c'est ce côté-là qui est intéressant. C'est que Sakai, il faut bien qu'il se relance. En plus, il n'est pas appelé avec le Japon. Ouais. Donc là, il va avoir du temps pour se remettre après. Il faut commencer à le relancer. Sarr, il est droit, même si je ne suis pas totalement fan de Sarr, vous le savez très bien avec sa qualité de centre, sa piètre qualité de centre. Mais je le trouve, c'est un vrai. Il peut jouer vraiment ailier, il peut prendre la profondeur, etc. Germain, c'est pas un profil d'ailier, c'est ça le problème. Sans parler des qualités, c'est pas son profil. Je mettrais plutôt Sarr et Strootman qui vient d'être appelé, d'ailleurs, rappelé encore en équipe nationale néerlandaise, qui est quand même étonnant. Il sera forcément titulaire parce qu'il a fait un bon match face à Amiens. Alors,
On en était où déjà? Le classement. J'ai été au coronavirus, moi encore. Je sais pas pourquoi je suis inquiet. T'es un peu obsédé, Je non? suis inquiet de ce coronavirus. Est-ce Ryan, qu'on peut voir balance le classement s'il te plaît. Alors on va s'apercevoir effectivement que le classement n'a pas changé. Messieurs, est-ce que, Bah, y a pas eu de match, est-ce que ce match-là peut compter vraiment dans la course à la Ligue des Champions? Parce qu'on sait, et on va voir aussi qu'il y a des matchs. C'est un peu une question, débile. Pourquoi? Est-ce que ce match peut compter, tu penses? Non, mais j'ai dit peut compter vraiment. Vraiment. Ah, Est-ce qu'il peut être... En fait, compter vraiment, ça veut dire est-ce qu'il peut être déterminant? Aujourd'hui, on est vraiment méchant avec toi quand même. Non. Est-ce qu'il peut être déterminant, selon vous, ce match? Moi je dis oui. Moi je pense que c'est un match déterminant parce que vu que tu risques de pas prendre de points sur le match suivant, il faut vite que tu en reprennes des points parce que derrière ils sont en train de s'exciter et il faudrait pas qu'ils prennent trop confiance en fait. C'est surtout ça qui me fait peur. Est-ce qu'on peut d'ailleurs voir les C'est une matchs, question de dynamique, en fait. les matchs de Rennes Voilà, donc Rennes qui ira à Bordeaux et Lille qui ira à Brest. Voilà, juste pour la prochaine journée. Et nous, effectivement, on recevra Paris. Mais Rennes sur le papier, Rennes joue à Lyon. Donc, mais en fait, plutôt... tous les matchs sont importants. C'est pour ça que je te dis un petit peu. Non, parce qu'après, c'est des dynamiques. Après, c'est des dynamiques. Si toi, tu perds là, voilà, mais tu vois, tu vas être sur une dynamique quand même. C'est autre chose. Donc, c'est une dynamique. Mais tous les matchs sont importants. Il reste 10 matchs. Bien sûr que le match est important. Mais est-ce que celui-là peut être vraiment déterminant sur une dynamique? Moi, je trouve, par rapport à la trêve qui arrive juste après le match de Paris. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si on manque de réussite à Montpellier et contre Paris, tu prends 0 point et que Rennes fait un carton plein, ils te rejoignent au nombre de points. Et Lille, s'il fait carton plein aussi, ce qui est possible avec les matchs qu'ils ont, c'est faisable. Rennes, ils sont à un j'y point. crois moins quand même. T'as vu le calendrier? En fait, j'y crois moins sur la durée. Ils font Bordeaux et Lyon. Et moi, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. 6 points, Bordeaux et Lyon. Ils viennent de mettre 5-0 à Montpellier. Je sais pas si t'as vu. D'accord, mais Bordeaux et Lyon. Bordeaux, en fait, j'y crois moins sur la durée, si tu veux, pour que Rennes s'installe par exemple à la deuxième place. Mais au moment de la trêve, si t'es un peu dans le doute et qu'ils sont revenus à 0 ou 1 point, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'il est déterminant ce match, parce que derrière, en plus, il y a Paris. Et que Paris, tu sais que... mais en fait, les matchs déterminants, on le sait qu'après les avoir joués. C'est que dans une saison, tu vois qu'un match comme Montpellier à l'aller, on était plutôt en confiance et tout. Avant le match, on se dit c'est bien, ça peut être un match où on a du spectacle. Et après un mois après, on se dit c'était un match déterminant quand même celui-là. Donc c'est a posteriori que tu peux dire ce match-là. Avant les matchs, tu peux te dire tous les matchs sont importants parce que t'as pas assez de matchs là. Et après les matchs, tu te dis ah oui, ce match-là il a compté comme celui comme l'enchaînement Lille-Lyon, même si tu pouvais le voir sur le papier que ça allait être important. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est a posteriori que tu te dis c'est un match vraiment déterminant. Et quant à Rennes, attention parce que moi j'ai été le premier ici à dire Rennes, je les vois pas tenir sur la durée, etc. Et à chaque fois que je regarde un match de Rennes, je me dis ils vont les chercher les points quand même. Et là, ils ont fait mieux que d'aller les chercher. C'est qu'ils ont vraiment écrasé Montpellier. Et attention, moi Rennes, en fait, j'y croyais pas du tout. Et je commence à me dire, tu t'es planté, moi. Donc voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf sur Rennes. Moi, je crois toujours pas à Rennes. Je pense qu'il la place du con pour, moi je le dis depuis le début, le 4e, mais je pense qu'effectivement sur un calendrier tu regardes les matchs avec les oppositions un peu directes face aux gros clubs, mais après tous les matchs comptent, parce qu'effectivement tout le monde peut perdre des points aussi contre les petits, la preuve, le match face à Amiens, mais je pense que je suis d'accord avec Ben, c'est aussi une question de dynamique, parce que si tu perds, les Rennes et Lille vont jouer après toi sachant que tu as perdu, et ils peuvent revenir à 3 et 4 points. Donc c'est des aspects psychologiques en fait. C'est pas que selon qui t'affronte, c'est l'écart qui peut se réduire et relancer la machine et créer une dynamique pour eux. Allez messieurs, on va passer au Paris FCM et c'est tout de suite avec notre partenaire Unibet. Les paris, c'est chaque semaine et cette semaine, c'est Nico qui s'y colle pour le pari Sécure avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite le pari Sécure, c'est... Je donne pas la cote, c'est les deux équipes marquent. Ah, je donne pas la cote, c'est les deux équipes marquent et la cote est à 1,80 tout pile. 1,81, c'est écrit. 1,81. Elle a changé depuis. Elle a changé. Ah oui, parce que nous, on a des cotes en temps réel qui s'actualisent en temps réel. Vous savez, ça bouge quand même les cotes. Ah ben, voilà. 1,81, messieurs, c'est un classique. C'est un grand classique des paris. Voilà, les deux équipes marquent, ça te paraît... Ça me paraît probable. Probable. Montpellier qui est plutôt bien, on l'a dit, à domicile. Alors tout de suite, attention, on passe au pari fou. Quel est-il? Et c'est pas un but de Rongier. Du coup, il va marquer. Hein. On a cassé le...
On a cassé le truc. Non, moi, c'est le score à la mi-temps et le score en fin de match. Ouais. Donc, c'est 1-0 pour Montpellier à la mi-temps et score final 1 partout. Avec Pour- une pour- jolie cote, 16. Pour la postérité, moi je veux dire que je voulais parier sur le but de Rongier, comme ça s'il le met, je pourrais dire ah moi j'avais prévu. En même temps, tu veux le faire chaque semaine. Voilà, je le fais chaque semaine Tu l'as parce fait que, 2 fois et 2 fois fou. Ça finira par arriver. parce quoi. que quand ça va tomber, là jackpot les gars, jackpot. Ça, c'est vrai que c'est une technique de miser toujours la même chose. Toujours la même chose, toujours la Bon même pas chose. trop non plus. Mais Sauf que de c'est une- temps en temps, tu peux t'enfoncer dans un truc assez mauvais. Oui, parce que c'est une cote de 9, donc si tu paries ça se 1 euro, au bout de 9 fois, ça y est, c'est fini pour toi. Ouais. Alors le combiné des concurrents de l'Olympique de Marseille, quel est-il? Il va s'afficher là. Donc on joue sur 3 matchs. Brest-Lille, j'ai joué la sécu, même s'ils sont pas aussi à l'aise à l'extérieur qu'à domicile avec la victoire de Lille. À 1,82. Ensuite, Bordeaux-Rennes, donc là, je joue le nul, parce que Bordeaux, même s'ils sont bidons, chez eux, ils arrivent toujours à faire des fois des perfs, et on sait jamais ce qui peut se passer, donc je joue le match nul. 3,02 c'est la cote. Et enfin, Lyon-Reims, même si Lyon n'est pas vraiment un concurrent, Ben. Lyon, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, Lyon, bordel? Ils vont arrêter de polluer nos émissions. Mais c'est pas possible. Et toujours, ils sont là. En plus, juste, ils méritent pas qu'il y ait Marcelo Bielsa. Je suis à côté, mais c'est pas possible. Ils ont Rudy Garcia. Virez-moi ce. Donc en Ok. fait, j'ai choisi ce pari parce que c'est Reims qui est un concurrent de l'OM cette saison. Et je vois bien Reims aller chercher un match nul à Lyon. Voilà. Voilà. Alors, 3,35 et un super combiné avec une cote très très grosse. Je ne me rappelle plus. 10 quelque chose, il me 10 semble. quelque chose? Ah ouais? Voilà, 10 quelque chose. Non, c'est plus, je crois. Je crois que c'est 16 parce que 3 x 3, 9. Ouais, c'est ça, 10 et quelque chose. On va pas se lancer Bref, dans un truc comme ça, c'est pas possible. Au-dessus de 10. Allez, au-dessus de 10, c'est une super cote. Mais n'oubliez pas, chaque semaine, le pari sécure, c'est penalty pour Lyon. Allez, on passe au coronavirus. Et même pas. Ah si. Je me rappelais plus du déroulé de l'émission. C'est ça, c'est Corona. Et voilà. Oui, c'est ça. Corona. Coronavirus. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le coronavirus? Mais si on est aussi con qu'une partie des Américains qui n'achètent plus la bière qui porte ce nom-là, Mais c'est- on est c'est- contre. C'est une vraie question. Morad, tu es pour ou contre le coronavirus? Qu'est-ce que je t'avais répondu déjà pour ta question sur le match contre de Montpellier? Est-ce que Montpellier c'est un match vraiment important? Je crois que j'ai la même réponse pour cette Tu question. sais que je peux t'y répondre. Contre à domicile et pour à l'extérieur. Avec les huis clos, c'est pas mal. Oh mon Dieu, faut arrêter. Allez les gars, on avance. Non, parce que c'est vrai que le coronavirus risque quand même de sérieusement impacter notre bonne vieille Ligue 1. Notre vie. On sait pas quelle sauce. Si on est encore là. Non. Alors, déjà, le premier fait, c'est que le match de l'Olympique de Marseille contre Montpellier va se jouer à huis clos. Comme tous les autres matchs de Ligue 1. Voilà. Hier, il y a eu un match de Ligue des Champions, ça s'est joué à huis clos. Forcément, ça a un impact, ça, non? Sur les résultats, sur le déroulé des matchs. Je sais pas si ça a un impact sur le résultat, mais sur le déroulé des matchs, oui, c'est sûr, c'est pas la même ambiance. Les joueurs, ils n'ont pas les mêmes repères, ils s'entendent gueuler, tout le monde s'entend, donc c'est quand même particulier. C'est plus une ambiance d'entraînement et je pense que c'est difficile pour certains de se mettre en mode compétition. C'est peut-être ça le danger d'un match à huis clos. Est-ce que vous pensez que les joueurs doivent jouer avec des masques? ça pourrait être. Non, mais c'est une vraie question parce qu'il y a des joueurs, on en parlera tout à l'heure, il y a un joueur NBA par exemple qui a été touché par le coronavirus. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu penses que toi ça peut jouer? Quand tu réponds, Ça peut. Pas le masque, pardon. J'étais perdu. trop de blagues. Je savais plus à quoi il fallait répondre ou pas en fait. Je Pas le pense masque. qu'on Est-ce que tu on en est penses tous que- là. Est-ce que le huis clos, ça peut avoir une influence sur ce match? Ça Et en sur les aura matchs. forcément. Après, je me dis que si tous les matchs sont à huis clos, quelque Ouais. part, ça rééquilibre tout avec tout le monde. C'est sur Ouais. un mois, tu auras des matchs à l'extérieur, à domicile, à huis clos. Oui. Non, mais par exemple, alors ça, c'est une blague, mais en même temps, c'est pas une blague. T'as des équipes qui sont moins impactées par ça. Je pense à Monaco. Ah bah oui. Ou d'autres. Ils jouent déjà à huis clos, quoi. ou d'autres. Non, mais c'est vrai, qui ont pas l'habitude de jouer devant du public. Donc, et le public n'a pas une grosse influence. À Marseille, Mario nous disait, les 60 000 personnes au Vélodrome, ça peut empêcher non Bon, plus la après, défaite. tu peux voir aussi un autre truc face à parce Nantes. que Mais, c'est sur les réseaux sociaux, il y a une blague, tout le monde fait des blagues sur Monaco. Bon bah voilà,
voilà, Monaco ils vont être avantagés. Après, tu peux te dire aussi que Monaco, ils ont quand même des joueurs d'un certain niveau qui préfèrent aussi, quand ils sont en déplacement, jouer devant des grosses foules et que ça les motive et que là, ils auront pas ça. Donc, on peut toujours voir les deux trucs. Et je pense que comme Adam l'a dit, voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup plus triste un match en spectateur. C'est Guardiola qui a dit récemment, on joue pour les supporters. Je sais même pas si on devrait jouer s'il n'y a pas de supporters, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé Valence, Bergame et PSG Dortmund, donc en Ligue des Champions. C'est vrai que il y a une certaine tristesse. Et en plus, Valence-Bergame, ça a fait 4-3, quoi, le match 3-4. Et tu te dis, putain, Ilicic, il a fait une masterclass et c'est bizarre, quoi. C'est un peu triste. Après, bon. On va pas, tu vois, il y a des choses beaucoup plus graves et on rigole avec le coronavirus. Il y a des gens pour qui tu vois, c'est pas drôle pour eux, donc voilà. Après le football, bon bah voilà, on peut juste dire que c'est triste. C'est beaucoup plus triste un match sans ça. Donc peut-être qu'en effet, certains joueurs ils peuvent pas être motivés. Hier, Dimeco pendant le match du PSG par exemple, il disait à la 25e minute un truc du genre, il disait c'est le moment où peut-être quand si le PSG va peut-être avoir un petit creux, c'est peut-être le moment où ils auraient besoin de s'appuyer sur le public. Donc il y a des moments comme ça où peut-être qu'en effet le huis clos peut peser, où tu te reposes un peu sur un élan que te donne le public et que tu vas pas l'avoir. Donc dans tous les cas, oui, le huis clos, donc le coronavirus va avoir un impact sur les matchs qui vont être joués. Ouais. Et dans 10 jours, il y a un OM PSG quand même. Donc celui-là, il tombe peut-être au pire moment. Alors déjà financièrement pour l'Olympique de Marseille. Bon, après, quand même un petit peu, ça compte. Même pour tout le monde, hein, pour la Ligue 1, voilà. Est-ce que là, plus particulièrement sur ce match, ça peut jouer dans un stade vide? Je pense et peut-être que positivement d'ailleurs. Ça peut faire bizarre quand même, parce que c'est vrai que c'est des rendez-vous très attendus par les supporters. Si tu as souvent une grosse ambiance autour de ce match-là, donc je pense que ça va dénaturer le match. Ça c'est sûr, ce match-là en particulier. Après, est-ce que ça va jouer sur le résultat du match ? Je ne suis pas convaincu. Il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que comme pour les supporters parisiens qui ont été autorisés à se masser autour du Parc des Princes pour fêter leur victoire en Ligue des Champions mercredi soir, les Marseillais vont pouvoir venir, parce que j'ai déjà vu passer des trucs sur les réseaux, on se réunit autour du Vélodrome, c'était autorisé à Paris par la préfecture, est-ce que ça le sera à Marseille? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le jouer à huis clos même ce match? C'est un match particulier. C'est quand même le gros match pour tout le monde, quoi. Est-ce que c'est un match qui a vraiment une importance sportive? Non, sportive, non. Parce que en réalité, c'est pour ça que c'est pour la Ligue 1. Pour moi, je te parle pour tout le monde. C'est le match quand même qui est peut-être le plus diffusé. Franchement, pour la Ligue 1. Quoi? Est-ce que tu préfères pas voir un OM Lyon ou un Lille Marseille ou j'en sais rien, un match comme ça? C'est un match vitrine. En fait, non, oui, voilà, c'est un match commercial. Oui, donc voilà, c'est ça pour ça que je te dis, est-ce que ce match-là, il faut le jouer? Moi, ce match-là, comme tous les ans, en fait, j'ai hâte qu'il se termine. Oui. Parce que avant, on a tout le cirque, après, on a tout le cirque, et pendant, on se prend 4-0. Donc c'est une horreur ce match tout le temps. Donc sans public, on a eu le stade qui est toujours en feu. Même il y a des ambiances un peu bizarres des fois parce que il y a des supporters qui prennent des abonnements que pour venir à ce match, etc. C'est pas un match que j'aime beaucoup. Franchement, si la réception de Lyon là en novembre, ça avait été à huis clos, c'était en novembre, oui c'était en novembre. Là, ça m'aurait beaucoup embêté parce que sportivement c'est important et pour moi le foot c'est plus du sport qu'une espèce d'exhibition, une exhibition où tu perds tout le temps et où tu es ridiculisé. Donc, qui sait, avec, sans supporters, ce match, une fatigue, et peut-être que sans, comme l'a dit Nico, on a essayé, peut-être que sans, on va gagner. Non, justement, on n'a pas essayé, on a tout essayé contre Paris. Sauf ça. Peut-être qu'il faut le jouer à huis clos. Peut-être que, tu vois, tu te dis, peut-être que du coup, Paris, en plus, ils sont dans une optique. Ils ont gagné avec des champions, Ligue des champions, ils viennent juste de la gagner. Donc, ils sont au top, là. Et ils vont être en décompression complet, sans public. Il n'y aura peut-être pas non plus le truc de rentrer en mode guerrier face au public et tout, machin. Non, ça peut avoir peut-être une incidence positive sur le résultat. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, sur le résultat, en fait, c'est dur à savoir. Oui. Pour les rejoindre, c'est plus sur le contenu. De toute façon, dans le déroulé du match, ça a un impact. Ouais, mais le résultat, je suis pas sûr que ça a un impact. En face de toi qui est complètement démobilisé, parce qu'il n'y a pas tous les facteurs, tu vois...
public, mais etc. honnêtement, tu sais ce que je me dis, Ouais. les joueurs parisiens, ils ont beau faire semblant pour la plupart que c'est un match banal, ils ne jouent jamais comme ça. Ça fait même partie de leur com, tu sais, d'essayer un peu de descendre Marseille en mode ouais, c'est un match comme les autres pour nous, à part un ou deux joueurs qui l'affirment, alors qu'en réalité, ils viennent au taquet. Non, ils savent très bien que ça fait plaisir à leurs supporters de taper l'OM chaque année. C'est ça. Et ils le jouent à fond ce match-là. Ça c'est évident. Voilà, donc, c'est juste peut-être sur l'entame du match que ça peut être un peu différent par rapport aux repères, etc. Parce que dans ces matchs-là, on a l'habitude d'une grosse ambiance, mais Même Cavani, il a après dit. le premier quart d'heure, je sais pas si ça a un impact en fait. Son but égalisateur 2-2, le coup franc, il a dit que c'était pour lui un de ses plus beaux buts parce qu'il avait tué tout un stade sur un coup franc. Donc c'est vrai que ça leur tient à cœur aux Parisiens. Ouais, limite ça peut même être pire parce que ça peut même peut-être faire des Parisiens qui se disent pour vous les supporters, on va vous ramener la victoire. Et non mais parce que hier c'était un peu ça, j'ai entendu Marquinhos à la fin qui disait on s'est qualifié pour les supporters, tout ça. Donc et déjà qu'ils sont un peu dans cette optique-là parce que le match réellement, eux, ils s'en foutent un petit peu, mais ils le gagnent tous les ans pour leurs supporters. Donc là, peut-être que en plus leurs supporters qui sont pas là au stade, etc. Peut-être que ça peut amplifier le truc et amplifier ce facteur-là. Donc pour vous, il faut le jouer ce match ou pas? Pour moi, il faudrait arrêter de jouer des OM PSG. Ce serait pas mal qu'on remplace, tu vois, qu'on joue contre, je sais pas, qu'on joue contre Lyon, tu vois, qu'on fasse 4 OM Lyon dans la saison. Non, mais après, ça reste quand même le premier contre le second, même si l'intérêt sportif il est moindre pour l'affiche de la Ligue 1. Non, mais contre le second, oui. Oui, mais c'est la réalité des points. On joue le titre. Pour une fois qu'on est second en plus. Ouais, c'est ça, Profitons du fait d'être second et de se dire c'est une ouais. affiche du haut de tableau. Quoi. Après, moi, dans l'absolu, moi, je le jouerais pas, mais j'aurais joué aucun match. C'est-à-dire que si vraiment un problème sanitaire, Alors, qu'on arrête de jouer. Quoi. Allons-y, tu veux lancer ce sujet-là, coronavirus. Dans les autres sports, et notamment en NBA, il y a eu un cas chez un joueur, d'ailleurs c'est un joueur français, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert. Le pivot des Utah Jazz. Il a un bon nom, bien français, Rudy Gobert. Pas d'allusion sur le prénom, s'il te plaît. Il est en feu aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Et donc, et vous savez comment il a attrapé le truc? Il a tripoté du micro. Ouais. Et il voulait faire un petit peu le fanfaron. Le fanfaron, on dit coronavirus. Bon, enfin bref. Et donc, on a appris dans la nuit que la NBA était suspendue pendant un mois. Pendant un mois. C'est aussi le cas du championnat suisse et du championnat italien. Le championnat italien n'est pas suspendu complètement. Si. Il est suspendu. Il est suspendu pendant un mois. Voilà, pendant un mois. 3-4 matchs, donc déjà annulés. Est-ce qu'en Ligue 1, messieurs, il faut aussi annuler les matchs? Moi, je suis plutôt pour. Moi, j'aurais préféré qu'on décale. Alors, pas forcément annuler, mais décaler. Oui, décaler. Dans ce cas-là, il faut décaler l'euro, mais bon. C'est la après, ça problématique devient de l'euro. compliqué, ça, mais bon, décale en euros. Ouais. Mais par exemple, au tennis, pareil. Plus de tournois de tennis pendant 6 mois, dans le monde entier. 6 mois? Ouais, pendant un mois, pardon. Ah oui. 6 semaines. Pendant 6 semaines. Non, mais il y a un problème du coronavirus mondial, mais européen particulier. Le championnat portugais est aussi à huis clos. Et là, on parle même peut-être d'annuler l'euro. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils réfléchiraient à annuler l'euro parce que l'euro, il faut se rappeler, je crois qu'il est dans plusieurs pays. Il est dans plusieurs pays. Donc ça peut vraiment poser un problème parce que vu que le virus il se développe plus ou moins vite selon les pays et en décalé, ils sont pas sûrs que ça soit totalement réglé à ce moment-là. Et puis les déplacements de foule aussi d'un pays à l'autre, les supporters qui autant décaler, autant tout décaler. Moi je dis parce que là ça fausse mais complètement. tout décaler, tu peux pas décaler. Comment tu décales? Mais t'attends un mois. Et avec l'euro. L'euro, tu peux pas le décaler, c'est impossible. Et pourquoi? Et pourquoi tu pourrais pas le décaler? Parce que la santé, c'est pas le plus important. Tous les gens ont pris des places, mais il y aura plus de coronavirus. Il y aura probablement plus de après, tu t'organises. Les agences de voyage, les billets d'avion, etc. De toute façon, ils vont être obligés de faire des concessions, de s'organiser, de décaler. Moi, petit détail, le judo là, de ma fille devait partir au Japon. Ils ont pu décaler leur voyage en octobre. Donc les agences, elles font beaucoup d'efforts. Je vois pas pourquoi on pourrait pas décaler l'euro. Au passage, on est en train d'apprendre qu'on a une future championne de judo. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Moi, je suis dégoûté parce que le combat aussi du UFC, la Khabib, Non, mais Ferguson va être très certainement reporté. C'est pas encore. Mais plus ça c'est grave. Plus sérieusement, tu vois, c'est vrai que Reims, quoi. C'est un peu triste, ça nous embête, etc. Et voilà, les matchs, comme je dis, les matchs de Ligue des Champions, c'est un peu triste, mais. Voilà, tout ça, c'est de la bagatelle par rapport à la santé. Donc, nous, on n'est pas spécialistes de santé. Donc, comme dit Nico, s'il faut décaler, s'il faut, prenons pas de risque avec la santé. Et puis voilà, avançons. Par contre, si on annulait tout, parce que si tout est annulé, on est en Ligue des Champions. Là. Ah oui, ça, c'est le bon plan, ça.
Ah, que ça s'arrête maintenant, Ah ouais, ça tel s'arrête, quel. on arrête tout maintenant et on prend les points, on prend l'argent. Et t'as 4 mois Et, pour vendre tes joueurs et être ouais. OK avec le fair play financier. Voilà. Ouais, c'est parfait ça. Non, ça peut pas se faire, ça, Mourad? Et si Kennedy n'avait pas été tué Qu'est-ce Non, qui mais se par serait contre, passé nous, on se Mais- retrouve au chômage technique. Et à Roswell, qu'est-ce qui se passe Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il faut, tu vois, il faut être prêt à tout. On verra. Pour le moment, voilà, on a des matchs à huis clos et on se demande est-ce que vaut peut-être pas mieux les Très annuler. Puis certainement, voilà, ça on va en aller est en là. s'empirant. Donc, pour le les- moment, c'est clair qu'ils veulent pas décaler, ils veulent tout jouer parce qu'ils Ouais. veulent que la télé continue à tourner, etc. Donc Ouais. pour l'instant, c'est match à huis clos. C'est plus simple. Oui. De Et faire d'ailleurs, ça nous, comme on ça. sait même pas si on Mais c'est- pourra aller au stade. Pour l'instant, en tant que journaliste. il n'y a pas de joueurs aussi en France qui sont touchés. Si, il y a un Messin a priori. Udol, je crois. Ouais. Ah oui. Mais Ouais. en Ligue 1, je parle. Oui, oui, c'est. Mais c'est en Ligue 1. Mais c'est en Ligue 1. Je sais pas si tu savais. L'information. C'est pas possible. On a fait match nul là-bas. Ça a cassé notre série de victoires en plus. En plus, c'était un Non, mais match. c'est pas possible, vous déconnez là. Et Valère Germain, il avait fait une passe décisive ce jour-là. Et je sais Non, que quoi, t'aimes C'est une les blague. passes décisives. Mais ils sont vraiment en Ligue 1. Oh là là, allez, on passe à la suite. Allez, donc, du coup, on va parler de quoi? On va parler des finances de l'Olympique de Marseille, car ça aussi, ça peut jouer sur la saison prochaine. Et il y a de nouveaux éléments qui ont été donnés, notamment par la DNCG. On va en parler tout de suite. C'est maintenant Finance OM. Les finances de l'OM, finance ton OM, finance OM, financeom.com. L'OM a besoin d'argent et pas de OM.fr. pouce vers le haut comme ça. Hein, ça, c'est nous, ça. Abonne-toi. Tu vois. Abonne-toi, Jacques-Henri. Voilà. Jacques-Henri Hérault, en tout cas, qui est toujours le président de l'Olympique de Marseille. Et les finances de l'Olympique de Marseille qui sont dans le rouge puisque la DNCG a publié le détail. Mais en fait. ça, on n'avait pas besoin de le savoir sur Non, je Football sais. Club de Marseille. Nous, Bien on entendu. le savait avant tout le monde, puisqu'en voilà, exclusivité, on vous a, vous avez dit quel est le montant du déficit de Il y a l'Olympique de combien de Marseille. temps? Il y a début février, il me semble. Début février. Voilà. Les premiers jours de février, c'était 1er hier de en février. exclusivité Plus d'un sur mois. le site footballclubdemarseille.fr. Et donc on a aujourd'hui, des par détails. contre, on a Ouais. plus de détails. Mm. On a plus de détails sur, donc pas sur le montant du déficit, mais sur les. Est-ce que je peux, parce que Vas-y. ça va pas être un tunnel, mais ça aussi c'est intéressant parce qu'on a des détails, mais on n'en a pas tant que ça. On va voir, on en a petit plus que dans les comptes d'Eric Soccer, parce qu'avant l'Olympique de Marseille, qui on rappelle, donc il y a la SASP OM, qui est donc le club, qui est détenu par la holding Eric Soccer et qui est elle-même détenue par la holding OM LLC, qui est domiciliée au Delaware. Mais maintenant l'Olympique de Marseille, depuis 20 ans, publie les comptes de la SASP OM. C'est une obligation légale de faire ça quand tu as une compagnie. Sauf que eux ne le font plus maintenant et ils publient les comptes de la holding Eric Soccer. Et les comptes de la holding Eric Soccer, c'est de plus en plus opaque. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de trucs, tu te dis, et qu'est-ce que c'est? Parce qu'en effet, c'est pas en détail. Avant, tu avais le détail de la billetterie, tu avais le détail de la masse salariale, tu avais plein de détails. Maintenant, ces détails-là, tu les as plus. Et maintenant, on se contente des détails de la DNCG. Oui, donc, parce que eux nous offrent ces fameux détails-là de chaque non, année. ils en offrent plus, mais pas autant tout, que tu en bien avais sûr. dans le document comptable Ouais. légal. Ouais. Voilà. Alors, on va les voir en images. On a préparé une petite image. Voilà. Donc, on va s'apercevoir que le déficit de l'Olympique de Marseille de la saison dernière, donc 2018-2019, était de 91 millions Une d'euros. belle augmentation quand Et même sur qu'il 3 n'a ans. cessé de croître donc en 3 ans. Mais tout ça était programmé, messieurs. Ça, par contre, c'est vrai. C'est faute de l'avoir dit. C'est vrai, l'Olympique de Marseille avait prévu de créer un déficit en investissant sur plusieurs saisons. Donc on va revoir les chiffres. Donc on est passé de 42 millions à 91 millions d'euros. Alors on n'avait peut-être pas prévu de le creuser autant ce Mais déficit. là, ce qu'on peut voir quand même, c'est que les recettes ont baissé par rapport à la saison d'avant. C'est l'Europa League, Voilà. là. Et donc Ouais. on a d'autres chiffres également, celles des recettes et des charges. Donc ça fait un peu beaucoup de comptabilité tout ça, mais Bon, ça reste simple. mais voilà. Donc les recettes sont passées de 108 000 euros Donc les recettes, c'est ce qui rentre dans vos caisses. à 142 millions d'euros. La saison 2000, on va le revoir. 2017-2018 et elles ont baissé fortement
en 2018-2019. Tu as des explications à ça, toi, Mourad? Je n'ai pas des explications, mais par contre, c'est ce qui est très embêtant dans l'Olympique de Marseille actuel. Parce que, en effet, comme tu l'as dit, on nous avait dit on va creuser le déficit. On nous avait aussi dit, c'était dans une interview pour l'Express, il me semble, Macourt avait dit, et puis même Jacques-Henri Hérault avait dit plusieurs fois, on va arriver à un budget de 200-250 millions d'euros. Donc, dans les faits, on commence à dépenser ce genre de manne financière. D'argent. Sauf ça, on le dépense. Sauf que quand on fait un budget, il faut aussi prévoir de l'autre côté d'en faire rentrer. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter. Le gros problème de cet Olympique de Marseille, c'est de ne pas faire entrer plus de recettes. Alors pour faire entrer plus de recettes, il y a différentes manières de faire. Il y a des trucs publicitaires, il y a les droits télé. Mais ça, les droits télé, alors on ne s'est pas inventé l'eau chaude de le faire. Alors justement, c'est là où on a vu, Nico, que les revenus avaient bien baissé Pas bien baissé, ils ont baissé de 12 millions. C'est l'Europa League, ça, qui avait rapporté 20 millions, je pense. En fait, il y a une baisse sur les droits télé, parce qu'effectivement, tu avais fait un énorme parcours en Europa League, tu faisais la finale, et tu as une baisse aussi un peu sur la billetterie, tu perds 2 millions d'euros sur la billetterie sur les 2 saisons. Après, par contre, en sponsoring pub, ça a augmenté. C'est vrai qu'ils ont fait plein de petits contrats de sponsoring publicitaire qui ont fait augmenter un peu les recettes, mais globalement, l'OM gagne moins d'argent. Non, mais c'est un problème. Ce qui est intéressant aussi de voir, si tu peux remettre Ryan, c'est que ces chiffres, c'est grosso modo les chiffres qu'on a depuis au niveau des recettes, c'est les chiffres qu'on a à l'Olympique de Marseille depuis 10-15 ans, c'est-à-dire, enfin peut-être pas 15 ans, mais voilà, depuis un long moment. En effet, on sait que l'Olympique de Marseille peut générer entre 100 et 140 millions d'euros de recettes. Et le problème, c'est que si on veut monter en gamme, il va falloir avoir plus de recettes. C'est con, hein. C'est comme n'importe quel business. Si tu veux monter en gamme, il faut plus de recettes. Ou limiter un peu tes charges en masse salariale. Mais si tu veux monter en gamme, là aussi, c'est difficile au niveau salarial, etc. Parce qu'au niveau de la masse salariale aussi, grosso modo, la masse salariale, elle te prend toutes tes recettes. Donc, c'est difficile de se développer sans avoir plus de recettes. Et c'est un peu l'un des grands reproches que je fais fréquemment à Jacques-Henri Hérault. Et on peut se dire quels sont les leviers de recettes. Parce que, ok, t'as fait un peu plus de billetterie. Après, là, ce qui compte dans les recettes en 2017-2018, c'est aussi les primes que tu avais eues pour aller jusqu'en finale de l'Europa League. C'était pas fou, mais ça fait quand même une dizaine de millions d'euros qui sont télé de l'Europa League aussi. Et ensuite, et donc j'ai été coupé dans mon élan. Quels sont les leviers? Voilà, quels sont les leviers? Forcément, les ventes de joueurs. Attends, mais il y en a un autre. C'est un des gros leviers. Parce qu'on va y revenir, mais il y en a un autre. C'est le stade Vélodrome. Parce qu'aussi, on vous avait expliqué sur Football Club de Marseille que l'Olympique de Marseille a récupéré l'exploitation du stade Vélodrome et qu'il va y avoir des montants supplémentaires à payer. Je crois que c'est 1,5 million d'euros ou 2 millions d'euros par an. Tous les ans, il va falloir payer ça. L'Olympique de Marseille, il va falloir qu'ils activent ce levier et comment ils peuvent le faire. C'est ça qui va être intéressant à voir dans les années à venir. Est-ce que l'Olympique de Marseille va réussir à faire plus d'argent avec son stade? Et le truc, c'est que faire plus d'argent avec son stade, attention, tout le monde se dit, ils vont augmenter le prix des billets en virage. Ça, c'est une assez mauvaise stratégie, donc je pense pas qu'ils vont l'appliquer. Et ça, il y a différents rapports économiques qui le montrent. Par contre, je l'ai déjà dit aussi et répété plusieurs fois, tu as les loges. Les loges, c'est là où tu peux faire payer très très cher pour des loges. Et c'est censé, Jacques-Henri Hérault, c'est censé être aussi quelqu'un qui est dans cette culture d'entreprise. Donc à voir dans les années prochaines si en effet ce levier-là va être actionné. Et puis après, tu as plus de droits télé qui doivent venir en Ligue 1 aussi. Mais la billetterie, elle a baissé de 2 millions d'euros globalement de la saison 2000. Précédente à dernière, mais là je pense que cette année ils vont réaugmenter quand même, parce que là, s'il y a bien un truc que j'ai l'impression qu'ils font bien, c'est remplir le stade cette année. Ils font très bien ça. Remplir le stade, ils le remplissent, il y a beaucoup d'opérations commerciales pour le remplir. Mais t'as pas eu OM Leipzig, t'as pas eu OM Salzbourg, ces matchs-là quoi. Est-ce que par rapport aux autres, on se situe où sur ces chiffres-là? Au niveau du déficit, c'est désastreux, et au niveau des chiffres, sinon c'est pas non plus scandaleux, parce que par exemple on peut voir tu vois, après par rapport à Monaco par exemple, on peut se dire que Monaco ils ont pas beaucoup plus de recettes que nous, 111 millions à peu près, et ils dépensent beaucoup d'argent, sauf que eux ils ont vendu pour 155 millions d'euros, donc forcément c'est deux joueurs quoi. Ils arrivent à l'équilibre. Et il y a l'exemple de Lyon aussi qui est intéressant, c'est que Lyon ils ont plus de 300 millions de recettes il me semble. Mais alors c'est un peu c'est compliqué à lire Lyon, parce que tu as aussi l'exploitation du stade qui entre en plein là-dedans.
Ils sont propriétaires. Voilà, ils sont propriétaires du stade. Et pareil pour la charge salariale, pour la masse salariale. La masse salariale, elle est de Lyon, elle est de 130 millions, ce qui est 2 ou 3 millions de plus que l'Olympique de Marseille. Mais tu as aussi toutes ces personnes qui sont en charge du stade et d'autres. Et ça, c'est pas que les joueurs, quoi. Voilà, c'est pas que les joueurs, c'est pas que le personnel du club, tu as aussi d'autres choses. Donc tout ça, c'est intéressant à voir. Lyon et ce 300 millions de produits des activités, comme ils appellent. Est-ce que l'OM peut arriver à ça ? Pour moi, ça me paraît difficile parce que l'OM n'est pas propriétaire du stade, mais il y a l'exploitation. Mais en tout cas, Lyon, c'est intéressant à voir et on peut se dire qu'on n'est pas finalement, on dépense pas beaucoup plus que nos principaux concurrents, mais on fait rentrer beaucoup moins d'argent. Encore une fois, c'est ça qu'il faut faire. Et encore une fois, tu parles de Lyon qui vend beaucoup de joueurs, tu parles de Monaco qui vend beaucoup de joueurs. Et qui vend bien, qui vend bien. Est-ce que là, on touche pas aussi du doigt cette gestion des dirigeants de l'Olympique de Marseille et au-delà de la gestion aussi de la politique de recrutement et sportive du club de ces dernières années? Sur la politique de Mercato, on sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et sans revenir dessus. Mais au-delà des erreurs purement sportives, il est bon, il est mauvais. Bon, non, sur les profils, sur les joueurs, en fait, de toute façon, à partir du moment où Garcia empiétait sur le Mercato, il pensait à ses intérêts directs et ça n'a pas été une politique sportive que normalement un directeur sportif aurait pu mettre en place. Et sans juger Zubizarreta, parce qu'on ne peut pas savoir quel résultat il aurait eu cette année, il a fait un bon travail là-dessus. On ne sait pas sur 3 ans ce que ça aurait donné, parce que c'est une autre gestion dans l'anticipation. Mais moi, après, honnêtement, et c'est limite une théorie du complot, mais ce qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est que j'ai pas peur des sanctions vraiment de l'UEFA. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se négocier, qu'on sera un petit peu allumé, mais peut-être que ça sera les 4 millions en suspens sur les prochaines recettes qui seront. Ça, c'est pas très grave. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que la direction se serve de cette pression financière pour ne pas donner plus que ça de garantie à Villas-Boas, pour pouvoir plus facilement vendre des joueurs qui soit n'auraient pas nécessairement voulu partir, soit s'ils voient qu'il y a un projet et qu'un entraîneur qui part. Vendre des joueurs, ils seront obligés. Ils seront obligés, non, mais peut-être plus que ce qu'on imagine en fait. Genre la Brune, quoi. Ou des joueurs qui sont normalement les petits joyeux du club, comme Camara, que dans l'absolu, tu dois absolument pas vendre cette année. Et même si tu pensais qu'en termes de valeur, je pense qu'après une Ligue des Champions, il en aura plus. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai peur qu'eux soient vraiment dans l'urgence. En fait, tout à l'heure, je disais que tout ça était un petit peu prévu, de creuser du déficit, enfin de créer du déficit en recrutant des joueurs et des joueurs expérimentés avec des gros salaires. Mais si on avait eu la Ligue des Champions la première année quand on fait finale de Ligue Europa, c'est autre chose. En fait, tout ça, c'était peut-être, ça serait peut-être enclenché de manière à ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas t'aurais pas fait les mêmes erreurs au mercato d'après, sûrement. Ce déficit-là. En fait, ça s'est peut-être joué là aussi, non ? Cette non-qualification. Tu sais qu'on aurait Garcia sur 10 ans après. Il aurait signé 10 ans, 100 millions à la sortie. C'est vrai. On aurait peut-être Gervinho en attaque. Mais donc, ce que je veux dire aussi, c'est que si tu enclenches le wagon Ligue des Champions cette saison, et que tu as ça de manière régulière, ça peut aussi... Le problème, c'est qu'il faut avoir un effectif pour pouvoir disputer la Ligue des Champions et en même temps jouer le podium en Ligue 1. C'est-à-dire que là, il faut que tu aies une longueur de banc, des joueurs de haut niveau. Et ça, c'est pas évident que tu trouves ça comme ça. Quoi. Et en même temps, quand t'as pas d'argent. Quoi. Et en même temps, c'est l'enjeu majeur. Parce donc que c'est quoi, si c'est mission impossible quoi qu'il arrive, t'es niqué? Non, faut être très jouable, fort. mais il faut être très malin. Vocabulaire, s'il te plaît. Language. Mais il faut être très bon et en même temps, pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur, c'est au moins de se qualifier 2 fois d'un coup. Si derrière, on ne se requalifie pas, on va sombrer pour 2-3 ans de plus, minimum. Mais t'as peut-être raison, c'est peut-être le moment où en effet, si tu prends la Ligue des Champions après 2017-2018, peut-être que tes comptes, bon déjà il faut voir, parce que moins 91 millions ça fait quand même beaucoup, mais t'aurais eu au moins 40 à 50 millions supplémentaires, mais t'aurais encore été en déficit, mais t'avais prévu de ça. C'est ce qu'on nous a dit. Et en fait le problème c'est que
on avait, selon Jacques-Henri Hérault, c'était pas prévu de se qualifier en Ligue des Champions en 2017-2018. Mais par contre, ça l'était absolument en 2018-2019. C'est là où vraiment tu te plombes parce que on nous a toujours dit aussi pendant 2 ans et demi, 3 ans, on va être en déficit et après, l'année d'après, on va être bien. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'on voit que cette stratégie financière, elle n'a pas porté ses fruits et elle nous met dans la panade cette année. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème, c'est que cette année, tu vas être à moins 60 millions. Ça, c'est un gros problème. Et c'est ça. Donc, en effet, peut-être que si tu avais eu la Ligue des Champions là, l'an dernier, tu aurais été mieux. Après, bon, tu aurais eu Garcia, comme l'a dit Adam. Mais cette année, il aurait fallu y être à nouveau, etc. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, tu n'es toujours pas sorti du paradigme de tous les clubs français. C'est-à-dire que tous les clubs français, ils sont ultra dépendants de la Ligue des Champions et que c'est leur seul moyen d'être ambitieux. Des gros clubs français. Et que ça, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, ça colle pas avec ce qu'on nous avait dit, qu'on allait développer d'autres sources de revenus et être un club ambitieux différemment. Alors, il y a l'épée Damoclès du fair play financier. Toi, tu dis que t'es pas inquiet, mais si jamais il y a le scénario catastrophe, c'est-à-dire exclu des compétitions européennes. Il y a peu de chances que ça arrive. Là, par contre, d'un point de vue économique, tu peux plus te refaire en fait. Ouais, mais ça, il y a peu de chances que ça arrive jusque-là, Ben. C'est un. En réalité. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais on sait pas. Truc, c'est aujourd'hui, on sait pas. C'est quand même. Non, mais il y a quand même des barèmes. Ça reste possible. Il y a des barèmes. Oui, mais dans les barèmes, il y a cette solution-là. Bien sûr, mais je pense pas que l'OM ne va pas faire tout ce qu'il faut pour vendre 1 ou 2 joueurs avant le 30 juin et satisfaire une des déjà, exigences. au départ, on pensait qu'ils avaient jusqu'au 30 juin. Or, ils ont été rattrapés avant. Non, mais parce qu'ils ont caché des choses. En fait, c'est un coup de pression qu'on leur met pour vraiment. Mais attention, parce que aussi là, donc par rapport aux infos de Manu Baranguet de l'AFP, donc qui l'a écrit sur Twitter, ce rappel à l'ordre du fair play financier, il vient après la saison 2018-2019 parce que ils n'ont eu les comptes l'UEFA qu'en octobre ou novembre et que apparemment, même si dans l'accord, parce que le fair play financier c'est un tel bordel, tout le monde en parle. Sincèrement, moi j'ai vraiment essayé de comprendre le fair play financier, mais c'est un bordel. Parce je vous assure. des trucs qui sortent du barème. Voilà, et je vous assure que quand je dis que j'ai vraiment essayé de comprendre, c'est-à-dire que j'ai parlé avec des avocats spécialistes du machin et tout qui ont travaillé, ils me disent des choses et après je me dis mais merde, ça c'est pas ça, c'est un bordel incroyable. Mais donc le fair play financier qui était annoncé, l'accord de règlement qui était annoncé de l'OM pour cette saison et les 3 suivantes, en fait il faut savoir que cette saison apparemment ça prenait aussi en compte les résultats financiers de la saison dernière et qu'apparemment on avait demandé à l'OM d'avoir moins 50 millions d'euros de déficit. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu relis les comptes d'Eric Soccer, il y a des trucs budgétaires que tu comprends pas comment ça arrive, mais ça arrive toujours à moins 50 millions d'euros sur Eric Soccer. Mais le problème, c'est qu'à l'OM, c'était moins 91 millions d'euros. Bon, ça, c'est ma théorie du complot perso. Mais toujours est-il que, donc là, si l'UEFA tape sur les doigts de l'OM aujourd'hui en mars, c'est par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. C'est par rapport à l'étude des chiffres. Apparemment, selon les infos de l'AFP, donc c'est quand même une source assez crédible, c'est par rapport au rapport de l'an dernier. Et même si on compte 4 années dans l'accord de règlement, en fait, quand on lit en détail, la dernière année qui sera donc 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2022, 2023, en fait, t'es encore sous le joug de l'accord financier, mais pour les résultats de la saison 2021, 2022. Donc, il y a aussi une espèce de glissement. Longtemps, quoi. Il y a un décalage. Voilà, il y a une espèce de glissement comme ça. Et en effet, alors si les infos de Manu sont les bonnes, moi je lui fais confiance. Ça rajoute encore au bordel incompréhensible. Le fair play financier, ils t'écrivent des choses. Après, il faut que t'aies un spécialiste de l'Égypte ancienne pour les décrypter. Donc, voilà quoi. Toujours est-il que, pour conclure, et c'est moi qui vais conclure. Attends, tu conclus l'émission ou pas? Oui. Alors attends, je fais une mini conclusion. Rapide. J'ai regardé là ce matin le fameux abécédaire de Jacques-Henri Hérault au moment de la signature de Morgan Sanson. Et il y avait quand même un D comme discipline. Il disait nous ne sommes pas un chéquier à crampons. Et il disait que rigueur budgétaire, etc. Donc, on voit bien où elle a amené la rigueur budgétaire. Discipline financière. Mais c'est ça pour moi où il est inexcusable. Lui qui se présente comme le chevalier Startup blanc. Nation, l'entrepreneur. C'est pas son argent par contre. C'est pour ça. Nous sommes des entrepreneurs, nous aurons une discipline financière. Et là, c'est inexcusable de faire des erreurs rigueur. de gestion aussi importantes que celle-là. Le côté sportif. On sait qu'il vaut rien là-dessus à la base. Tu peux pas tout décider, le côté sportif. Tu peux pas tout décider. Mais le côté financier, je suis désolé. Ah oui.
C'est des chiffres. Tu mets un c'est- cadre et tu le respectes c'est ça. en fait. Tu prends pas Strootman au milieu de l'été et Balotelli l'hiver. En tu te plus tues que le club. doublant son salaire en plus. Ouais, Alors c'est ça, c'est le truc qui était. Parce que notons tout de même qu'il y a eu 2 fois plus de commissions d'agents l'an dernier comparé à la saison précédente. Et on se dit, coucou Mino, ça va? Et comment elle est ta piscine en fait? Mais bon, tous les clubs passent par là malheureusement. Ouais. Quelle idée d'avoir pris Balotelli en janvier. Ça nous a beaucoup servi. Ouais. It's nice, I like. Allez, Mourad, merci Adam, merci Nico, merci à tous pour ce prochain débat foot de Marseille. On l'espère. On sait pas. Bon, lundi, allez, normalement, lundi, peut-être. À huis clos, peut-être. Très bientôt sur Football Club de Marseille. Quoi qu'il arrive, nous sommes là sur footballclubdemarseille.fr également. Et ouais, pour suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao.